Bonjour et bienvenue dans la Comics Fair, le podcast qui fait le tour du monde des comics pour vous en présenter ses trésors cachés. Je suis votre hôte, Spades, et pour m'accompagner, il a rempli son carquois de toutes ses meilleures idées, accueillons Grey Pigeon. Salut Spades. Aujourd'hui, on va parler d'un comics qui a presque 30 ans. Ouais, on va parler de The Longbow Hunter, une mini-série en 3 épisodes centrée sur Green Arrow, un personnage un petit peu méconnu. C'est une série qui est écrite et dessinée par Mike Grell et qui a été publiée en 1987 par DC Comics. Et ça nous raconte quoi exactement ? Alors, ça parle de Oliver Queen, donc qu'on connaît mieux sous le nom de Green Arrow. Au moment où l'action se situe dans Longbow Hunter, il a 43 ans et il a un tournant de sa vie de super-héros. Et en fait, tout simplement, il se demande quoi faire de sa vie. Donc, il déménage de sa ville de super-héros classique qui était Star City pour aller à Seattle, rejoindre sa petite amie de l'époque, Dinah Lance, qu'on connaît mieux sous le nom de Black Canary. L'amour de ma jeunesse. Oui. Moi, c'est mon amour actuel, donc comme ça, on n'est pas jaloux. Alors, on est dans un univers très très réaliste où il n'y a pas de super pouvoir et Green Arrow essaye de retrouver un tueur en série, le slasher de Seattle, qui tue des prostituées dans la région, alors que Black Canary, en même temps, elle essaie d'infiltrer un réseau de vendeurs de drogue. Et ils sont très très occupés, hein. En plus, ils ont une boutique de fleuristes. Ouais, c'est surtout Black Canary qui a cette boutique. Green Arrow, il est là, c'est un squatter, lui. Oh, comme d'habitude. Et dire que c'est un ancien milliardaire. Oh. C'est ça. Alors, ce comic, c'est très ancré dans son époque. En seulement 3 épisodes, dans cette série, il y a beaucoup de choses. Il y a tout ce qui fait le sel, selon moi, d'un bon comic des années 80. Déjà, il y a de la drogue. Qui n'aime pas la drogue? Des tueurs en série, des yakuza, du sexe, de la violence graphique, surtout envers les femmes, des traumatismes post-Vietnam, et surtout, il y a une sous-trame entièrement inspirée du scandale Iran-Contra, ou sinon plus connu sous le nom de Iran-Gate. Pour résumer, c'est plusieurs membres de l'administration Reagan, qui était le président à l'époque aux États-Unis, ont vendu illégalement des armes à l'Iran, qui était pourtant l'ennemi mortel des États-Unis et qui était sous embargo. Et ils ont utilisé les profits de ces ventes d'armes pour financer secrètement des contrats, un mouvement contre-révolutionnaire nicaraguayen qui était des opposants au président Daniel Ortega. Ah, ça, c'était typiquement le genre d'histoire qu'on avait dans les années 80, que ça soit au cinéma ou dans les comics. Dans seulement 3 épisodes, hein, j'insiste là-dessus, c'est vraiment impressionnant. C'est 3 gros épisodes, hein, habituellement. Un épisode dure 20 pages, on en a pour une quarantaine à chaque fois, quoi. Ouais. Alors j'ai cité l'auteur, Mike Grell, qui est un auteur que tu affectionnes beaucoup, hein. Bon, je crois que j'en ai déjà parlé quelques fois, me semble-t-il. Donc, Mike Grell, il est né le 13 septembre 1947, ce qui lui fait donc 69 ans, et il est fils d'un bûcheron du Wisconsin. Il rêvait de reprendre le travail de son père, jusqu'au jour où, durant l'été de ses 16 ans, son père l'a emmené travailler avec lui pour lui faire découvrir le boulot. Puis il s'est dit, plus jamais ça. Je vois pas pourquoi. Donc, c'est marrant, un artiste, on s'y imagine pas immédiatement en bûcheron. Ah ouais, c'est un peu antinomique. Tout à fait, mais bon, comme il aime beaucoup les grandes étendues rocheuses et compagnie, on voit bien l'arrivée du Wisconsin dans son œuvre. Il a toujours été attiré par le dessin et il a toujours été poussé dans ce sens-là par sa mère. Donc il décide d'aller suivre des cours à l'université du Wisconsin, qu'il va rapidement abandonner au bout d'une année pour tenter une école privée de dessin où il apprendra plus vite et plus de choses. Problème, avant de rejoindre cette école, donc c'est en 1967, il y a un petit événement qui se passe, qui s'appelle la guerre du Vietnam. Il a été appelé sous les drapeaux pour partir là-bas. Donc, en fait, à l'époque, t'avais le choix. Soit tu allais en tant que GI dans les rizières pour te faire tuer par Charlie, on va dire. Soit tu t'enfuis au Canada. Non, t'avais l'autre opportunité, c'était en fait de faire un service civil. Ok. Au lieu de faire 1 an de service militaire, tu faisais 4 ans, mais dans des services annexes de l'armée. Donc lui, c'est ce qu'il a choisi de faire, un service civil dans l'US Air Force, à Saigon d'ailleurs. C'est lors de ses classes, donc son apprentissage en tant que pseudo-militaire, là-bas qu'un de ses camarades va lui parler de la richesse des artistes travaillant dans le milieu des comic strips. Donc des gens qui travaillent 2-3 jours par semaine et qui gagnent plus d'$1 million par an. Dans quel monde il vit son copain? En fait, c'est ce qui explique Mike Grell. Son collègue lui parlait juste de Schultz. Donc Ah oui, forcément, oui. Le créateur de Peanuts, voilà, Snoopy en français. Voilà. Et forcément, lui, oui, ça faisait vraiment on va dire des couilles en or avec son comic strip, mais c'était pas le cas de tout le monde. Et donc, pour se dire, tiens, je vais essayer d'être riche, il décide de suivre les enseignements de la Famous Artist School. Est-ce que tu sais ce que c'est? Non. Donc c'est des cours par correspondance, mais tenus par des célébrités du milieu du dessin. D'accord. Qui vont donner des cours et des conseils. Ça coûtait 300 à 400 $ par an. Et du fait qu'il travaille pour l'armée, Mike Grell, en fait, les cours sont payés par le gouvernement. Donc là, il va juste suivre des cours qui vont être supervisés par des personnes comme Al Cap, ouais, l'auteur des comic strips Lil Abner, et Milton Caniff, donc Terry et les Pirates, l'un des plus célèbres comic strips de tous les temps.
Il explique qu'il a un de ses camarades d'armée qui suivait ces cours-là une quinzaine d'années auparavant, et que donc il avait encore les dessins que lui a renvoyé son prof, qui était donc Norman Rockwell, qui s'amusait à redessiner par-dessus lui, puis à refaire des peintures. Voilà. C'est étonnant d'ailleurs que tu me cites des auteurs de strip, parce que moi je trouve que le style de Magrel est très dynamique. Donc c'est assez étonnant, je trouve qu'il a appris justement par le strip, qui est par nature complètement statique. Oui et non. Pour en revenir à Rockwell, pour donner une idée de qui c'est à nos auditeurs qui connaissent pas, Alex Ross, c'est une copie de ce que faisait Norman Rockwell. C'était donc le dessinateur du magazine Life. Ouais. C'est vraiment un des peintres les plus célèbres du XXe siècle aux États-Unis. Mais ça revient sur le fait que, Alex Ross est un article que je considère extrêmement statique, au style statique. C'est clair, hein, le style rockwellien était très figé dans le temps. C'est très très photoréaliste. Ouais. Mais très figé. Tandis que donc Magrel, lui, s'intéresse plus à des auteurs comme Milton Caniff ou Al Foster, donc le papa de Prince Vaillant. Ouais. Et c'est des styles assez dynamiques. En fait, c'est des strips d'aventure. Un peu comme Flash Gordon par exemple aussi. Ouais. Et donc c'est beaucoup moins figé dans le temps que du Norman Rockwell. Mais c'est vrai qu'à l'époque dans les strips on retrouvait de tout. Hein. Il y avait de l'aventure, il y avait du policier, il y avait Dick Tracy notamment qui était très populaire. Voilà. Il y avait Popeye. On retrouvait tout dans les strips, ce qui est beaucoup moins le cas maintenant. Les strips c'est principalement de l'humour, la comédie. Ouais, de l'humour. Ouais. Donc après ces 4 années passées à Saigon dans l'US Air Force pour faire ses armes, il va revenir au pays et il va rejoindre la Chicago Academy of Fine Arts, donc la CAFA en raccourci, tout en bossant en tant qu'illustrateur dans un studio local. Lui, en fait, son rêve, c'était de travailler en tant que dessinateur de comic strip. Forcément, de travailler 2-3 jours par semaine pour $1 million par an. Moi, tout de suite, moi, je signe aussi, hein. Et puis, en fait, il avait une idée de comic strip qui s'appelait The Savage Empire. Et quand il va proposer son idée, en fait, à chaque fois, il se fait refouler. Mais à force de démarcher, en fait, il va réussir à trouver un travail en tant qu'assistant sur le célèbre comic strip Brenda Stars, aux côtés de la créatrice du strip, Dale Messick, qui est juste une des premières femmes à avoir travaillé dans l'industrie du comics. Par la suite, il va toujours essayer de vendre son idée de Savage Empire à différents éditeurs de comic book. Et il va trouver une place chez DC pour faire un backup sur Aquaman. Où justement, en faisant son backup, il va se faire chambrer par ses éditeurs. Parce qu'il a la fâcheuse manie de dessiner donc Aquaman assis sur son trône comme s'il était assis sur des cuvettes de toilette. Où la première image d'Aquaman qu'il a dessinée donc pour son backup représente un dessin de Aquaman en train de nager à la manière de l'homme de l'Atlantide pour les plus anciens d'entre nous. Patrick Duffy. Voilà, donc avec les fesses tournées vers le lecteur et première question donc de son éditeur de l'époque, mais pourquoi il me montre sa lune? Et du coup, en fait, il va très souvent travailler chez DC, il va faire sa place graduellement jusqu'au jour où Dave Cockrum, donc très très célèbre dessinateur, devenu une légende grâce aux X-Men de Chris Claremont, Dave Cockrum, en fait, va s'embrouiller avec son éditeur qui veut pas lui rendre ses planches sur Legend of Super Hero, et il décide de partir. En fait, il va faire encore un numéro, puis il se casse parce qu'il trouve ça inadmissible de pas récupérer son travail. Oui, à l'époque, DC conservait les planches originales. Il y en a beaucoup qui ont été perdus d'ailleurs. Ouais, Marvel le faisait plus depuis quelques années parce que ça leur avait coûté le départ de Jack Kirby, quoi. Vu que Grell passe dans le bureau de l'éditeur juste après, que Cockrum se prend de bec avec lui, il s'est retrouvé à la place de Cockrum. Sur quel titre? Sur Legend of Super Heroes. D'accord. Un titre que tu aimes beaucoup, hein. En fait, il va donc ancrer le dernier numéro dessiné par Cockrum et il prendra le dessin après. C'est un vrai acharné de travail, réalisant 3 à 5 planches par jour. Donc c'est à peu près autant que Brian Hitch en un an. Joe Madureira. Voilà. Et il va bosser sur quasiment l'entièreté du catalogue DC de l'époque en à peine 4 ans. Soit il va faire des covers, soit il va faire des intérieurs, soit il va faire de l'ancrage. Mais de toute manière, il va poser sa plume sur quasiment tous les titres du catalogue DC. C'est l'homme à tout faire chez DC voilà. À cette époque-là. Il devait être tout jeune encore. Oui, il devait à peine avoir la trentaine. Ouais. Et vraiment, il avait que ça dans la vie. C'est comme il expliquait, il travaillait 10 heures de jour, il allait dormir 2 heures, il reprenait 8 heures, jusqu'à ce qu'il tienne plus debout, il dormait 1 heure, il continuait à travailler, quoi. On est loin du rêve à 3 jours par semaine, voilà. $1 million. Hein. Pour beaucoup, il est devenu une légende pour les lecteurs de comics grâce à sa série Warlord, qui est en fait une version améliorée de son comic strip The Savage Empire. Donc il a enfin réussi à vendre son idée. En la modifiant à la dernière seconde, parce que quand il l'a proposé donc à Julius Schwartz, qui était donc le rédacteur-chef de DC à l'époque, il s'est rendu compte de tout ce qui allait pas au moment où il le disait. Donc il a modifié l'histoire au moment où il était en train de la raconter.
The Savage Empire, ça racontait l'histoire d'un archéologue de notre époque qui se retrouve projeté à l'époque de l'Atlantide, qui va donc, en fait, c'est un comic strip d'aventure pur et dur. Ça avait été refusé par toutes les maisons d'édition à l'époque parce que le comic strip d'aventure, ça ne marchait plus. Donc, son héros se retrouve bloqué dans le monde de l'Atlantide juste avant le cataclysme, et il va découvrir tout ce qui a mené au cataclysme de l'Atlantide. C'est assez similaire à un pitch d'un épisode de Black et Mortimer, d'ailleurs. Voilà. Et donc sa série Warlord, ça raconte l'histoire là, donc ce n'est plus un archéologue mais un pilote de l'US Air Force. On rappelle qu'il a travaillé à l'US Air Force, donc il connaît bien les avions, le père Grell. Et ce pilote de l'US Air Force, en suivant la courbure de la Terre, en passant au-dessus du pôle Nord, il va se retrouver à l'intérieur de la Terre. En fait, il va trouver un chemin vers le centre de la Terre, comme le cherchaient les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Il va découvrir un monde à l'intérieur où il va se retrouver bloqué dedans, il va être réduit en esclavage, il va être le Spartacus moderne de ce monde, et armé de son épée et de son magnum, il va faire régner la justice à travers le monde de Scartaris. C'est une très bonne série, mais beaucoup de monde à l'époque se plaignait du fait que le titre, il était pas lié du tout à la continuité d'essai. Donc il va quitter ce titre-là vers le numéro 50, mais il va laisser en fait sa femme de l'époque écrire les scénarios sous son nom à lui. Il fera juste les covers et sa femme écrira, et donc depuis c'est connu, il reconnaît le travail de son ex-femme et puis il la remercie pour tout ce qu'elle a fait, quoi. Et pourquoi il fait ça? Parce que tout simplement en fait il est intéressé par un nouveau concept qui est en train d'émerger, une sorte de boîte d'édition où quand tu crées un personnage ou une série, elle t'appartient à toi en tant qu'auteur et non pas la boîte d'édition. Ah, il a créé Image? Presque. Donc en fait il découvre les prémices du Creator Owned, donc chez un petit éditeur qui s'appelle Pacific Comics. Il va créer Star Slayer. Donc je rappelle, Warlord, c'est un homme de notre époque qui se retrouve dans un monde barbare médiéval fantastique. Star Slayer, c'est un mec médiéval fantastique qui se retrouve projeté dans un univers de SF. Il nous a fait totalement l'inverse, mais c'est très bien aussi. Donc ce Star Slayer, il va en faire une mini-série chez Pacific Comics qui va fermer ses portes. Donc il va reprendre le personnage et l'emmener chez un autre éditeur qui s'appelle First Comics, qui là aussi fait du Creator Own. C'est là aussi où il va créer la série John Sable Freelance, une sorte de James Bond hard-boiled, qui va attirer un public habituellement réfractaire aux comics en proposant des histoires beaucoup plus sombres et matures que les comics mainstream. Donc notamment, c'est des histoires où il y a beaucoup de sang, de meurtres, de scènes de sexe, il y a beaucoup de nudité. Il aura pour fan notamment l'auteur Harlan Ellison. Donc on peut avoir pire comme fan, je pense. Ouais. Il va revenir en fait chez DC en 1987 pour la série dont on parle ici. La carrière de Grell, même si ça fait quand même des années qu'elle dure, c'est vraiment ses personnages emblématiques. C'est Warlord, Green Arrow et John Sable, tout simplement. Et il revient assez régulièrement sur ces titres-là. Ouais, d'ailleurs, Green Arrow, il continue à travailler dessus en faisant des covers pour la série actuelle dans Rebirth. C'est normal, vu qu'on va fêter le 30e anniversaire, c'était logique de l'inviter lui en tant que variante artiste. Et surtout, en fait, il a aussi dessiné les webcomics dédiés à la série télé Arrow. Oui. Ouais, bon, ça, je vais me passer de lire ça. Mais justement, même si tu veux te passer de lire ça, le personnage de Green Arrow, faudrait peut-être qu'on en parle un peu plus, tu vois pas? Ouais, alors, et tu le sais aussi bien que moi, si ce n'est mieux, beaucoup de personnages de l'univers DC sont très anciens. Est-ce que tu sais en quelle année a été créé Green Arrow? 1941. Ouais. Est-ce que tu peux me citer d'autres personnages qui ont été créés la même année? Très connus. Pas seulement chez DC, d'ailleurs. Aquaman. Ouais. Il y a eu donc Captain America. Captain America chez Marvel, enfin pas encore Marvel, mais... Oui, à l'époque Timely, et en autres persos, il y en a tellement, tous les persos, Wonder Woman. Et Wonder Woman. Alors tu m'as cité les trois plus connus, on peut citer aussi Hawk Girl. Oui. Ou les Seven Soldiers of Victory, chez DC. Seven Soldiers of Victory, en fait, c'est la Justice League qu'il y avait chez DC. C'est ça. Et donc elle a été créée l'année de la création d'Aquaman et de Wonder Woman. Green Arrow, c'est la création d'un homme, Mortimer Weisinger, qui a créé également Aquaman, mais qui est surtout connu pour autre chose. En fait, il est pas connu pour son travail de scénariste, il est connu pour son travail d'éditeur. Ah oui, non, c'est une légende de l'édition, que ça soit l'édition de pulp comme de comics. Ouais, et notamment en comics, il a édité pendant très très longtemps Action Comics et Superman, et il a été aussi éditeur sur la série télévisée Adventures of Superman, la célèbre série des années 50 avec George Reeves. Ah oui, c'est vrai. Pour revenir à Green Arrow, par contre, le design revient à George Papp. Alors George Papp, c'est pas vraiment une légende du comics, mais quand même, il a une petite carrière. Alors déjà, c'est lui qui a dessiné Green Arrow pour la première fois, mais tout de suite après, il est parti à la guerre. On est en 1941 et il s'est engagé dans l'US Navy. Comme beaucoup de dessinateurs de l'époque, on peut penser à Kirby et Simon, notamment. Notamment, ouais.
Et alors lui, il est revenu de la guerre en 46, il a retrouvé son poste directement sur Green Arrow, et il va le dessiner jusqu'en 1958. Donc il va vraiment laisser sa patte sur le personnage. Ouais, dire que maintenant un dessinateur est pas foutu de rester plus de 3 mois sur un titre. Ah, lui, il est resté 12 ans sans discontinuer, et il est remplacé. Est-ce que tu sais qui le remplace en 1958? Certain Jack Kirby, non? Exactement. Qui lui, par contre, prendra aussi le scénario. Oui. George Pack, il était simplement dessinateur. Alors après avoir quitté Green Arrow, il va officier sur Superboy pendant 10 ans, jusqu'en 1968, où là, sa carrière va se terminer à l'âge de 52 ans, tout simplement parce qu'il va être envoyé par DC pour avoir avec d'autres artistes eu des revendications sur la retraite et la santé. C'est très connu cette période-là sous le nom de la purge chez DC, donc en 1968. Je pense qu'on y reviendra un jour dans un épisode. Oui, je pense aussi, oui, ça serait intéressant. Donc on va revenir à Green Arrow, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors à sa création à l'âge d'or, c'est pas du tout le Green Arrow qu'on connaît actuellement. Tout départ, c'était un archéologue qui était spécialisé dans la culture des Indiens d'Amérique. Suite à l'incendie de son musée par des criminels lors d'une tentative de vol, il se rend dans une île isolée pour trouver un nouveau sens à sa vie. Et c'est là qu'il fait la rencontre de Roy Harper, un jeune orphelin qui lui s'est échoué là lors d'un accident d'avion. Ils vont devenir amis et ils vont faire la découverte d'un trésor sur cette île. Alors évidemment, les mêmes voleurs ou les mêmes criminels qui avaient provoqué l'incendie du musée vont se retrouver sur cette île. On ne demande pas pourquoi. Les coïncidences, c'est étrange. Hein. Et évidemment, ils sont également à la recherche du trésor. Ah oui, tant qu'à faire. C'est d'ailleurs ces criminels-là qui vont donner les noms de Green Arrow et de Speedy à Oliver et à Roy parce que ils utilisent des arcs et des flèches. Et en gros, leurs surnoms, c'était des surnoms humoristiques pour se moquer d'eux. Oui, et puis truc marrant en fait, c'est que cette partie de l'histoire de Green Arrow et Speedy donc était traduite en français à l'époque dans beaucoup de revues. Et le titre français, parce qu'ils avaient francisé le titre, hein, forcément. Ouais. Donc tu vois, tu sais que Flash Gordon avait eu un titre assez rigolo en français durant les années 50. Ah non, je ne sais pas. Ah, Guy Leclerc. Ah oui, Guy Leclerc, oui, si, je suis bête, oui, je savais, oui. Et donc Green Arrow et Speedy sont devenus par la magie de la francisation Flèche rapide et Dard. C'est ce qui ferait des bons noms d'acteurs de films porno. Je pense. Alors en tout cas, évidemment, Flèche rapide et Dard vont venir à bout des criminels et ils vont prendre possession du trésor qui va les rendre très riches et ils vont utiliser cet argent pour financer leur carrière de lutte contre le crime. Donc ça, c'est le Green Arrow de l'âge d'or. Arrive Jack Kirby, donc comme on l'a dit en 1958, et lui, il va vouloir tout refaire. Ça lui plaît pas. Comme d'hab avec lui, hein, de toute façon. Ouais, Jack Kirby, il s'embarrasse pas, hein, lui, ça lui plaît pas, il refait. Alors, il va tout modifier, et il va faire d'Oliver, dès le départ, un riche playboy. Et il va tomber accidentellement de son bateau de croisière, et il va se retrouver sur une île, où il va apprendre à survivre par tous les moyens nécessaires à l'aide d'un arc et de flèches de fortune. Donc ça, c'est assez classique, c'est l'histoire qu'on connaît actuellement. Il va prendre un costume vert pour se camoufler. Et c'est l'unique raison pour laquelle Green Arrow est en vert, c'est parce qu'il a besoin de se camoufler sur l'île pour attraper ses proies. Et il se retrouve sauvé par un cargo commercial qui passe par là, mais comme par hasard sur ce cargo il y a des pirates, et évidemment il va réussir à sauver le cargo des pirates, et c'est comme ça qu'il va attraper son surnom de Green Arrow, et il va utiliser ses capacités pour servir la société et combattre le crime. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Ah, un petit peu, ça ressemble vachement à un truc qui s'appelle Batman. Je crois que Jack Kirby s'est pas trop embêté, il s'est dit, il nous faut un personnage, Batman a du succès, on va faire un contrepoids, pas un contrepoids, mais un personnage similaire pour utiliser les ficelles du succès de Batman sur Green Arrow. Et c'est marrant, en fait, quand la série télé Arrow a été lancée il y a quelques années, beaucoup ont fait la comparaison avec Batman Begins, et à juste titre, hein, c'est vraiment un Batman Begins bas de gamme, la série télé Arrow. Le truc qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on considère tous que Green Arrow est une copie de Batman, mais en fait, oui et non. Le truc, c'est qu'à la base, Green Arrow a été créé en tant que alternative du personnage. Ouais, on parle de 41 alors que Batman est créé à peine 2 ans plus tôt. Voilà, hein. et ils avaient peur en fait que l'engouement autour du personnage s'arrête, et donc ils ont créé une alternative pour que les jeunes puissent avoir quelque chose d'autre que Batman au cas où ils se désintéressent du personnage. Ouais. Comme avant, tu vois, t'avais le Lone Ranger qui est devenu donc le Green Hornet, où vraiment il y a une filiation. Hein. Quand le Lone Ranger, ça a commencé à péricliter les ventes des bouquins, ils ont créé le Green Hornet, qui était donc le petit-neveu du Lone Ranger, en modifiant un peu la recette. Green Arrow et Batman, c'est pareil, c'est plus ou moins la même recette, parce que c'est un homme sans pouvoir qui va faire régner la loi dans un monde où beaucoup de gens ont des pouvoirs. Mais le truc, c'est que donc, si Batman, en fait, est basé sur le personnage de The Shadow, Green Arrow, ils sont tout simplement inspirés de l'autre grand héros de la culture populaire du moment, qui était donc Robin des Bois.
Ouais, évidemment. Et c'était vraiment, ils avaient conçu ça comme un jeu de miroir. Et le problème, c'est qu'avec Kirby, oui, le personnage va vraiment devenir une copie quasiment conforme de Batman, au point d'avoir la Arrow Cave, le Arrow Plane, le Arrow Mobile. Et tous les gadgets, toutes ces flèches plus, j'allais dire plus ridicules les unes que les autres, mais c'est vrai qu'à un moment, c'est devenu ridicule avec des flèches coup de poing notamment. Moi, j'ai jamais compris comment tu faisais tenir le gant dans le carquois. Et j'allais dire exactement la même chose. Il est très très fort avec son carquois. En plus, il arrive toujours à trouver cette Ah ouais, non, mais ça, c'était expliqué dans un épisode de Kirby. Ah, ça, tu vois, en fait, au niveau de des plumes de ces flèches, t'as des encoches sur le manche pour qu'il sache exactement celle qu'il est en train de prendre. D'accord. C'est une explication à la con, mais c'est une explication. En tout cas, McGrail, il va pas s'embarrasser de tout ça dans toute la partie Longbow Hunter, comme je le disais, c'est et même par la suite, parce que McGrail va continuer à scénariser en tout cas Green Arrow, on en reparlera. Mais il va le rendre beaucoup plus réaliste, beaucoup moins excentrique et loufoque. Comme il dit dans Longbow Hunter, Back to Basic. Ouais, c'est ça. Il parle justement donc d'un archer qui avait travaillé sur les films Robin des Bois, qui avait fait tous les tricks du film, dont notamment la flèche coupée en deux et compagnie. Et il le dit, ce type-là, en fait, il se servait d'un vieil arc bas de gamme, il servait pas d'un arc à poulie et compagnie, parce qu'il s'en sentait pas capable. Du coup, ça l'avait forcé à s'intéresser aux bases de l'archerie. Et c'est ce que va faire donc le Green Arrow de Grell. Il va revenir aux bases et s'en tenir à là. C'est marrant que tu aies eu un lapsus sur Green Lantern. On y arrive parce qu'on va parler des runs importants. Juste pour signaler cette origin story créée par Jack Kirby, elle est toujours plus ou moins à jour aujourd'hui, même si les différents auteurs qui se sont succédés sur Green Arrow ont voulu apporter leurs pattes en apportant des petites modifications. On peut notamment signaler en 2007 la sortie du Green Arrow Year One de Andy Deagle. Où il va reprendre à peu près la même histoire que Kirby en y ajoutant une histoire de trafic de drogue sur l'île. Oui. C'est sympathique, sans plus. Après, graphiquement, c'est du joke, donc c'est un immanquable juste pour les dessins. Voilà, quoi. c'est du solide graphiquement. Côté scénario, c'est en fait le Oliver Queen du Green Arrow Year One devient un champion de tir à l'arc en 3 semaines, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, après, vu les bases du personnage, comme tu le disais, par Mort Wessinger, c'est la cohérence, hein, on n'est plus à ça près. Mais en parlant de cohérence, par contre, on va revenir sur les runs importants de Green Arrow, et s'il y a un run qui vient en tête de tout le monde pour tous les fans du personnage, c'est celui de Dennis O'Neil et Neil Adams, Green Lantern, Green Arrow. Et ma découverte du personnage. C'est étonnant d'ailleurs, parce que là on arrive dans les années 70 et Green Arrow n'a toujours pas eu sa série attitrée. En fait, il intervient dans beaucoup de magazines, mais il a jamais eu. Bah oui, comme je disais tout à l'heure, il devait être une alternative au cas où Batman perd de l'intérêt des lecteurs. Batman n'a jamais perdu l'intérêt des lecteurs. C'est ça. Donc forcément, il était mal barré. Alors Green Lantern, Green Arrow, donc ça raconte l'histoire de Hal Jordan et Oliver Queen qui voyagent à travers l'Amérique afin de prendre le pouls de la société américaine. Donc on pourrait un petit peu comparer ça à Jean Lassalle, par exemple. Ça arrive suite à une suggestion d'Oliver qui est aussi, encore, comme souvent avec Oliver, il se pose beaucoup de questions sur la vie et il a besoin de se recentrer et de réfléchir à ce qu'il veut faire de sa vie. C'est surtout qu'en fait, il s'est rendu compte que son entreprise, donc Queen Industries, finançait le marché d'armes. Alors lui, qui est quand même un pacifiste convaincu, tout ça, ça va le plonger en fait dans une dépression. Dans hein, une dépression, dire, ouais. Sa firme va faire faillite, il va perdre tout son argent, se retrouver quasiment à la rue. Donc oui, il a besoin en fait de se retrouver lui-même, et pour ça, quoi de mieux qu'aller se balader avec son meilleur copain avec qui tu passes ton temps à t'engueuler parce qu'il a pas du tout la même vision du monde que toi. C'est ça. Alors cette série, elle est révolutionnaire pour l'époque parce que, comme je disais, on est en 1970. Bon, ils vont faire face à des super vilains, hein, comme souvent dans les comics de cette époque-là, mais surtout à des problèmes beaucoup plus réalistes. Des problèmes sociaux et sociologiques. Ils vont faire face à la consommation de drogue, notamment de Speedy. Ah, mais cette cover, quoi. Qu'est-ce qu'elle est mythique, elle est et mythique, puissante. hein. Ouais. Ils vont faire face à des problèmes de pollution. Encore une fois, on est en 1970, hein, c'était pas très commun. Aux discriminations raciales. Il y a un épisode qui met carrément en scène un ersatz de Charles Manson et sa secte de tueuses. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on va retrouver Black Canary dans la série. Black Canary qui va essayer de tuer Oliver sous l'emprise du Charles Manson de cet épisode-là. Ça sera pas la seule fois. Hein. Ils ont une relation compliquée, tu nous en parleras tout à l'heure. Ce qui rend, à mon avis en tout cas, et tu en parlais, la série très intéressante, c'est les désaccords politiques entre les deux héros. Oliver, ce qui est un personnage très très marqué à gauche, alors que Hal Jordan, à l'époque, c'était un chantre de l'ordre et du conservatisme. À lui, fallait surtout pas sortir des clous. Et ce qui est un petit peu étonnant quand on connaît le personnage de
récent en tout cas. Je ne saurais trop conseiller la lecture de ce run. On a choisi de parler de Longbow Hunter, mais on aurait très bien pu parler du Green Lantern Green Arrow, qui est un énorme classique. Ouais. On va revenir à Green Arrow et les runs marquants sur le personnage, donc évidemment après celui de Dennis O'Neil et Neil Adams, qui n'était pas dans une série Green Arrow, mais bien dans la série Green Lantern. La toute première série Green Arrow après celle autour de Green Lantern Green Arrow, c'est celle créée par Mike Grell, qui fait suite directement à The Longbow Hunter, qui était une mini-série, qui a connu beaucoup de succès, et du coup on a demandé à Mike Grell de continuer une série sur le personnage. Moi je considère que cette série est un monument. Ah oui, non. En fait, pendant 5 ans, Grell, il va ancrer son personnage dans un environnement urbain et réaliste, à tel point d'ailleurs que le nom Green Arrow n'interviendra qu'une seule fois dans l'intégralité du run, et c'est dans le premier épisode de Longbow Hunter. C'est en gros considéré que après Batman Year One, Miller et Mazzucchelli avaient continué de faire une série sur l'univers de Batman Year One, quoi. Ouais. Et pendant plusieurs années consécutives. Alors il va rester sur le titre jusqu'en 1993, la série est extrêmement violente, mature, mais également on peut préciser qu'elle est complètement à l'écart de l'univers super-héroïque DC. C'est marrant parce que tu disais la même chose sur son travail sur Warlord. Ouais. Je pense que malgré elle, ça n'intéresse pas l'univers partagé. Bah, en fait, le travail sur Warlord, en fait, ils ont commencé à l'intégrer à la continuité à partir du moment où lui est parti du titre. Ouais, c'est ça. Et ils vont faire la même chose avec Green Arrow. Oui, c'est clairement ça. Lui, clairement, ce qu'il a envie, c'est la continuité avec le reste de l'univers. Il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est écrire des bonnes histoires. Comme il l'expliquait par rapport à John Sable, s'il a envie d'écrire des histoires qui lui plaisent à lui. Et s'il lui plaisent à lui, ça plaira forcément au lecteur. Et vraiment, oui, c'est un run fabuleux, qui est extrêmement sombre et puissant. Et les personnages qu'on découvre déjà dans Longbow Hunter, je pense notamment à Shadow. Hein. Shadow. Et tu sais l'amour que je porte pour ce personnage. Hein. Shadow, pour expliquer à ceux qui n'ont jamais lu le run de Grell, prenez Elektra et vous augmentez son potentiel par 1000. Et vous avez Shadow. En fait, c'est Elektra, mais plutôt que d'avoir des ninjas, personne n'aime les ninjas. Là, elle est entourée de Yakuza. C'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus réaliste, beaucoup plus urbain. Et son personnage a une vraie profondeur qui est autre que celui d'Elektra, quoi. Et vraiment, elle a une vie qui est pas facile. C'est une arme vivante, réellement. La série va survivre au départ de Grell pendant quelques années, jusqu'à la mort du personnage. Hein, spoiler alert. C'est Kevin Smith qui va ressusciter Oliver Queen en 1980. Pardon, pas en 1998, en 2000. Oui. Et il va relancer en gros Green Arrow de la même manière qu'il avait relancé Daredevil quelques années plus tôt chez Marvel. On peut lire les deux séries back to back, c'est quasiment les mêmes. D'abord, il va étendre ce qu'il a appelé la Arrow Family. Donc il va ramener Oliver d'entre les morts, mais il va introduire une nouvelle Speedy, donc qui est Mia, une prostituée adolescente qu'Oliver va sauver. Et, il va donc en faire son nouveau sidekick. Non, c'est pas lui qui va faire d'elle son nouveau sidekick, c'est elle qui a décidé qu'il allait être son mentor et il se tait. Non, mais Kevin Smith en fait de Mia la sidekick d'Oliver. Voilà. Il va aussi rappeler le fils légitime d'Oliver qui s'appelle Connor, qui avait pris sa place à sa mort à la fin du run j'allais dire à la fin du run de Grell, non, c'était déjà plus Grell, ouais, à la fin de la série lancée par Grell, et aussi donc son fils par adoption, le Speedy originel Roy Harper dont on a parlé avant. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'en relisant donc Longbow Hunter, j'avais relu donc le run de Smith juste avant. La scène dans le run de Smith, Roy est en train de se rappeler de l'entraînement que lui avait donné Oli, d'être patient, de respirer, d'attendre la bonne seconde pour que la bonne flèche parte au bon endroit. C'est quasiment un copier-coller d'une séquence du run de Grell. Mais de toute manière, tout le run de Smith est hyper référencé. Kevin Smith, mais il a fait la même chose avec Daredevil. En fait, c'est un fan de comics, il est comme nous, c'est un vrai geek. Lui, ce qui l'intéresse, c'est raconter des bonnes histoires, mais en même temps en intégrant tout ce qu'il a aimé dans les comics qu'il a lus. Et c'est ce qu'il va faire avec Green Arrow, où il va réintroduire tous les éléments qu'il a aimés. Évidemment, c'est un grand fan du run de Grell, donc il va réintroduire beaucoup d'éléments de cette villa d'Oliver. Mais également, il parle beaucoup du run de Dennis O'Neil et Neil Adams. Hein. Bah, en fait, le truc, c'est que le run de Smith, donc Green Arrow revient mystérieusement après, je crois, 5 ans de décès. C'est ça. Personne sait. Lui, il a plus aucune mémoire de ce qui s'est passé depuis la fin du run de Green Arrow Green Lantern, quoi. Alors c'est difficile d'en parler sans spoiler, mais c'est vrai qu'il se passe quelque chose d'extrêmement important dans le Hunter qui va affecter Oliver à tel point qu'il ne sera plus jamais le même après. Bah, comme dit le personnage qui le ramène, qui est aussi un personnage qui va être affecté par les événements au point de devenir ce qu'il a toujours combattu, il a ramené Oli au moment où l'innocence est encore là, tout simplement. Ouais. Dans le run de Smith, il y a plein de références à Grell, mais pas uniquement dans les moments, on va dire, épiques ou au niveau des personnages, mais dans des moments extrêmement simples. Au tout début de Longbow Hunter, donc on a donc Oliver Queen et Dean Allens qui s'emménagent ensemble, qui se mettent en couple réellement.
Et au tout début du run de Smith, il y a donc Dinah, donc Black Canary, qui se rappelle de la période où il était avec Oliver Queen. Et la scène dont elle va se rappeler, c'est simplement une scène du quotidien. Et c'est typiquement le genre de scène que décrivait Grell au début de Longhunter. Ouais, c'est vrai. Excellent, hein, le run de Smith. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'avais zappé beaucoup de références à l'époque. Je pense que vraiment qu'il est, il se lit très bien quand on connaît pas bien le personnage Green Arrow, mais quand on connaît bien le personnage et quand on connaît bien les moments clés de son histoire, c'est encore plus fort. Donc là, on est au début des années 2000. Il y a eu beaucoup de séries autour de Green Arrow tout le long des années 2000 et 2010. À mon sens, il y a pas grand chose vraiment marquant. C'est des bonnes histoires, mais c'est pas des grands runs du niveau de ceux qu'on a cités avant. Jusqu'à ce qu'arrive Jeff Lemire, qui s'est sorti il y a quelques années maintenant, qui va tenir la série Green Arrow sur une vingtaine d'épisodes, avec le formidable, j'ai pas d'autres mots pour qualifier Andrea Sorrentino au dessin. Magnifique. Et en fait, alors Jeff Lemire, lui, il va essayer de recréer la mythologie autour du passage d'Oli sur l'île. Et il va ajouter beaucoup d'éléments sur les véritables raisons pour lesquelles Oliver s'est retrouvé là-bas. Parce que tous les autres scénaristes qui ont parlé du passage d'Oliver sur son île déserte, c'était toujours des raisons accidentelles. Et en fait, Jeff Lemire, pour lui, il va créer une mythologie autour du fait que c'est son père, le père d'Oliver, qui a tout fait pour qu'il aille là-bas, pour qu'il s'endurcisse, pour qu'il arrête d'être le playboy décérébré qu'il était jusque-là. On est très très loin de l'arrivée accidentelle chère à Jack Kirby en 1958. Le problème avec le run de Lemire, hein, je trouve ce run excellent, c'est un petit bijou. Mais il y a un gros problème, c'est qu'en fait, au bout de 3 pages, on se rend compte qu'il a lu Immortal Iron Fist de Brubaker et Matt Fraction. Ah, il s'en inspire beaucoup, beaucoup, non, ça c'est de la copie, quoi. C'est limite de la copie à ce niveau-là. Mais ça reste un très bon run dont je conseille fortement la lecture. Bon, on va revenir à Longhunter et notamment le contexte dans lequel le titre est sorti en 1987, parce que c'est pas du tout anodin qu'un titre aussi mature sorte à cette époque-là. Donc à sa parution, ça s'inscrit dans une tendance du comics évidente. On a un passage progressif d'un public vers un public plus mature, ce qu'on a appelé d'ailleurs le Dark Age a posteriori, ou même carrément l'âge de fer du comics. Alors c'est une période qui est plus sombre, qui est même plus effrayante et qui met l'accent sur le sexe, la violence et la représentation complexe des personnages. On en parlait tout à l'heure avant de préparer l'émission, mais nous on est né à la fin des années 70 et moi pour ma part, j'ai découvert les comics à peu près les traductions françaises qui correspondent à peu près à cette époque-là. Donc pour moi j'ai pas connu le changement. Pour moi les comics ont toujours été comme ça. Mais les lecteurs de l'époque ont été extrêmement déconcertés à tel point qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont quitté les comics, la lecture de comics à cette époque-là, parce que c'était un univers qui était plus du tout innocent et pour les enfants, mais qui vraiment s'adressait à un public adulte. Non, et puis c'est surtout l'effet Crisis on Infinite Earths aussi, qui a en fait beaucoup de gens ont pas aimé qu'on arrête la continuité pour rebooter l'univers DC. Ouais. Comme actuellement on a eu des gens, récemment on a eu des gens qui ont aussi gueulé sur DC avec les New 52, dont j'ai fait partie sur cette vague. Ouais, oui, et encore maintenant chez DC encore une fois avec Rebirth. Pareil chez Marvel avec Secret War, quoi. En fait il y a une conjonction éditoriale où on s'est retrouvé donc avec un reboot de l'univers, on a essayé de simplifier mais aussi de le mettre plus dans l'air du temps. Et justement, au niveau de l'ère du temps, la deuxième moitié des années 80, c'est quand même la fin, du moins de la guerre froide, c'est la chute du bloc Est. Là, 87, à l'époque où sort Longhunter, on a 2 ans de la chute du mur de Berlin. Ça peut paraître anodin à ceux qui n'ont pas vécu ça, mais pour nous, c'était un événement. Ah oui. C'est aussi une période où règne la criminalité à New York. On a tous vu les films comme Warriors, les guerriers de la nuit. Taxi Driver, qui est un petit peu plus vieux, il se passe en 76, mais voilà quoi. Une ville très violente. C'était une ville hyper violente où la mafia se partageait le trottoir avec des gangs de rue encore plus violents. Là, ça a été le règne des serial killers comme le Zodiac et Son of Sam. Mais c'est vrai que cette période-là, c'était du pain béni pour des scénaristes qui étaient au fait de ce qui se passait dans la vie de tous les jours pour tous les gens, quoi. Et ils en ont profité, Mike Grell notamment. Ouais, non, vraiment, on avait une conjonction historique qui permettait ce genre d'histoire. Comme je te disais avant qu'on enregistre, pour moi, Longhunter me fait penser beaucoup au film Le Justicier dans la ville, Death Wish, avec Charles Bronson. Avec Charles Bronson. Où un flic vieillissant se rend compte que le monde a changé, que l'innocence elle est finie, puis qu'il va falloir se montrer aussi violent que le monde en lui-même. Et Longhunter, c'est exactement ça. Et c'est vraiment ça. Je vais pas dire que ça arrivé graduellement, parce que John Sable, qui a commencé au début des années 80, déjà plus ou moins ça, quoi. En fait, le Dark Age, souvent on dit que ça a commencé avec Dark Knight Returns et Watchmen. Mais il y a comme tu disais, il y a John Sable qui était avant, qui
laissait préfigurer de l'arrivée de cette tendance, mais il n'y a pas que ça. T'avais Pour Vendetta d'Alan Moore, Miracle Man d'Alan Moore en 1982, donc 5 ans avant 87. T'as Ronin de Frank Miller en 83, et t'as des thèmes très matures dans Camelot 3000 dont on a déjà parlé, qui sort en 82 aussi. Tu prends chez Marvel, t'avais donc le Supreme Squadron qui sortait, qui est en fait carrément un prémisse de ce que sera Watchmen 4 ans plus tard, quoi. Et même pour continuer avec Marvel, cette tendance est aussi, n'a pas seulement touché DC, on peut penser par exemple à la Clone Saga avec des thèmes beaucoup plus complexes que tout ce qu'on a eu avant sur Spider-Man. Sur Spider-Man, Kraven Last Hunt, la dernière chasse de Kraven. Ouais. Et donc il y a eu des histoires les plus sombres du personnage, quoi. Date de cette époque-là, on a l'arrivée du Punisher comme héros. Ouais. Et c'est vraiment une période assez sombre où on aimait bien le gritty, on va dire. Ouais, mais il y a eu aussi énormément. C'est bien que tu cites le Punisher parce que c'est là qu'on a eu l'introduction de ce qu'on a appelé des anti-héros. C'était des personnages névrotiques, tourmentés, et parfois même à la limite du fascisme, avec des méthodes ultra violentes. Ouais. Chez les deux éditeurs. Pour moi, l'exemple parfait de ça, c'est les toutes premières pages de Watchmen avec l'assassinat du comédien. Là, c'est un choc visuel d'une violence sans nom, et qui a vraiment marqué son époque. Et pour revenir à DC, tu parlais de Crisis on Infinite Earth. Beaucoup d'auteurs, en fait, ont utilisé cette période pour complètement redéfinir des personnages. Donc on pense à Green Arrow qui a complètement changé, mais pas seulement. Wonder Woman a été rebooté, mais par George Perez. Superman avec le run de John Byrne, beaucoup plus adulte et intéressant que tout ce qu'il y avait eu avant. Le Flash aussi a été complètement changé. Crisis a permis en fait de redéfinir les bases du personnage, pour en rester chez DC, Batman Year One. Ouais, bien sûr. Et ça a permis aussi la création de nouveaux personnages, ou en tout cas de la réactualisation de personnages. Et là, avec des séries extrêmement adultes. Moi, je pense évidemment à Animal Man de Grant Morrison en 88, ou le Sandman de Neil Gaiman en 89. Tout ça a conduit très logiquement à la création de Vertigo. Début des années 90. On a déjà beaucoup parlé, et puis il faudrait peut-être qu'on se décide à traiter d'un titre Vertigo à un moment donné. Oui, c'est vrai. La différence majeure, c'est que la plupart des personnages ont été rajeunis à l'époque, et là, c'est pas du tout le cas avec Oliver Queen. Oui, non, et comme je le disais en introduction, Oliver Queen, il a 43 ans, et c'est un personnage qui est marqué par sa vie. Il est complètement, j'allais dire, au bout du rouleau, c'est un peu exagéré, mais il a un tournant. Il est un peu perdu, il sait pas quoi faire de sa vie. Magrel, en fait, joue beaucoup avec ça. C'est un personnage qui s'ennuie, qui se cherche. Démon de midi. Ouais, c'est ça, la crise de la quarantaine. Et c'est là que Magrel se démarque des autres auteurs, parce que quand on a cité John Byrne, on a cité George Perez avec Wonder Woman, ils vont avoir une approche complètement différente où ils vont rajeunir leurs personnages pour les faire repartir de zéro. Magrel, lui, non, c'est pas ça qui l'intéresse. Lui, il veut raconter des histoires adultes, matures, sur un personnage qui vit une crise. Mais d'ailleurs, j'y avais pas pensé avant, mais c'est peut-être la raison pour laquelle ce Green Arrow là s'inscrit pas dans l'univers DC, parce que si tu y penses, tous les personnages ont été rajeunis ou changés. Donc Flash a été remplacé par un personnage plus jeune, Green Lantern est remplacé par un personnage plus jeune, Superman est rajeuni, Wonder Woman est rajeuni, l'ensemble de la Justice League de l'époque est complètement rajeuni. Donc en fait, Green Arrow n'a plus rien à faire là-dedans. Soit il aurait commencé sur le tard, ou soit il aurait commencé très jeune avant l'arrivée de Superman. Donc le plus simple, c'était d'en faire une série à part où il vit sa vie à Seattle. En plus, Seattle, une ville qui est complètement à l'écart des États-Unis. Au nord-ouest. Au mieux une série à part qui soit de qualité qu'une série dans la continuité qui soit de la merde. Ah bah ça. Mais par rapport à la continuité, sa petite amie Dina, elle est très ancrée dans la continuité, vu qu'elle va quand même au fur et à mesure appartenir à la Justice League, va devenir un membre des Birds of Prey par la suite. Ouais. Surtout voilà, ce qui est surtout intéressant avec elle, c'est vraiment son couple avec Oliver. Alors, on va pas dire que Dina est intéressante parce qu'elle est dans le couple avec Oliver. On va pas définir Dina juste parce qu'elle est en couple avec Oliver. C'est le couple, c'est ce couple-là qui donne de l'intérêt aux deux, qui est vraiment extraordinaire. C'est ça. Parce que depuis le début, on parle que de Green Arrow, mais je pense qu'on est d'accord tous les deux pour dire que c'est le couple Green Arrow, Black Canary qui est mythique. D'ailleurs, Oliver, il en est presque drôle et embarrassant par moments, à tel point il est amoureux de Black Canary. Et la réciproque paraît pas toujours évidente d'ailleurs, dans les histoires. Ce qui fait que Dina est un personnage vraiment intéressant. Pour moi, en tout cas, je sais pas ce que t'en penses, c'est un des couples les plus iconiques de l'univers DC après Lois et Clark, Superman et Lois Lane. J'aimerais te dire oui, parce que tu sais que je les aime tous les deux, quoi. Mais le problème, c'est que voilà, c'est un couple qui reste très en retrait, et pourtant je les trouve plus prodigieux encore que Lois et Clark. Parce que tout simplement, là, la personne sente du couple à l'homme. Ah, c'est Dina. Déjà parce que elle a un pouvoir, elle. Elle a un pouvoir, et elle est aussi une grande artiste martiale. Ouais.
Là où c'est une championne de judo en tout cas dans le run de Dennis O'Neil et Neil Adams. Je sais pas si ça évolue avec le temps. là, c'est en fait une championne de judo de base et aussi comme elle a été la sidekick de Wildcat, donc le membre de la Justice Society, elle est aussi une championne de boxe. D'accord. Et par la suite, en fait, elle va apprendre tout ce qui est possible et inimaginable en arts martiaux, quoi. C'est même quand elle va perdre son cri sonique, qui est donc enfin son cri de canari, comme il l'appelle. D'ailleurs, à l'époque du run de Magrel, elle n'a plus de super pouvoir. Ouais. Même quand elle l'a pas, elle est capable de se défendre toute seule. Même comme ça, dans une lutte à main nue entre Oliver et Dina, Oliver, c'est qui se prend la raclée de sa vie. Ah oui, c'est évident. Déjà, ça change la dynamique du couple. Il y a aussi le fait que c'est plus que des simples amants, c'est aussi des vrais partenaires. C'est des partenaires dans le crime. Oui. Voilà, c'est et qu'ils soient pas criminels. C'est si on prend Batman, c'est vrai qu'il a beaucoup de partenaires féminins. On peut penser à Huntress notamment. Ou Catwoman. Oui, Huntress, c'est pas son amant et Catwoman, c'est son amant, mais on peut pas dire que ce soit vraiment une partenaire, quoi. Non, ouais. Elle est très ambiguë, tandis que là, vraiment, ils sont dos à dos l'un avec l'autre, prêts à se couvrir en cas de besoin. Et c'est notamment donc une des bases dans Longbow Hunter. Mais pour revenir au début de leur histoire, donc elle a grandi au cours des décennies à travers le multivers, je vais expliquer pourquoi, mais comme la plupart des histoires d'amour qui finissent mal en général, tu connais la chanson, ça n'a pas toujours été très simple entre les deux personnages, hein. Ils ont eu des débuts très étranges. Alors déjà, on l'a déjà dit, Green Arrow a été créé en 1941 au début de l'âge d'or, et Dina, elle a apparu 6 ans plus tard en 47. Alors, leurs itérations ne ressemblaient pas tellement aux héros qu'on connaît aujourd'hui, on l'a déjà dit pour Green Arrow, mais il y a... déjà que la version en fait de 47 de Dina, c'est pas Dina, c'est la mère de celle qui va être Dina, la version de 47. Ah bah tu vois, je suis passé à côté de ça dans mes recherches. En fait, la première Black Canary, c'est donc la mère de celle qui s'appellera par la suite Dina Laurel Lance. Ouais, c'est Crisis qui a tout changé. Les origines des deux Canaries ont été rechangées dans Secret Origins 50 pour en faire plus qu'une. Donc en fait, la première rencontre entre Green Arrow et la Black Canary de l'époque du Golden Age, donc qui est donc la mère de la Black Canary de celle qu'on connaît maintenant, s'est faite dans les années 60. Mais alors, est-ce que tu sais pourquoi à l'époque, Green Arrow et Black Canary ne pouvaient pas être en couple? Si c'est la mère parce qu'elle était mariée. Et c'est la première raison, c'est parce qu'elle était mariée, mais il y a une deuxième raison. Parce qu'elle était criminelle? Non. C'est beaucoup plus prosaïque que ça. Ils n'habitaient tout simplement pas sur la même terre. Ah oui, c'était gênant, oui. Oliver habitait sur Terre 1, tandis que Dina était sur Terre 2. Elle faisait partie de la Justice Society of America. Oui, exact. Je pense qu'un jour on reviendra sur cette histoire de multivers, hein. À l'époque, les rencontres entre les différentes terres étaient fréquentes et la Justice Society a rencontré la Justice League of America dans le numéro de Justice League of America numéro 21. Par contre, c'est un rendez-vous manqué entre nos deux futurs amoureux parce que ils n'ont aucune scène en commun. Oui. Et il faudra attendre 1969 et le Justice League numéro 74 pour avoir la toute première rencontre qui, comme tu peux bien l'imaginer, va très mal se passer. Ils vont se taper l'un sur l'autre. Comme d'hab. À tel point que c'est Oliver qui va gagner. Il va neutraliser Black Canary avec une de ses flèches incapacitantes. D'ailleurs, j'ai mis le dessin de cette rencontre sur le site. D'ailleurs, les événements de cet épisode de Justice League of America de 74 sont pas tellement favorables à Black Canary puisque son mari va mourir. Cet épisode, donc Larry Lance, un policier de Gotham City. Ce qui fait que Dina va quitter Terre 2 pour rejoindre la Terre 1 et rejoindre la Justice League. Ce qui fait que c'est le tout premier personnage à avoir été à la fois au sein membre de la Justice League et de la Justice Society. Oui. Donc c'est un personnage historique et c'est à la même époque, juste quelques mois après, que Oliver va subir un relooking et va avoir son célèbre book, le Van Dyke. C'est le book à la Robin des Bois, hein, typique. Ouais, c'est ça. La romance entre les deux personnages va prendre forme dans plusieurs numéros de Action Comics et Detective Comics, mais surtout, hein, on en a déjà parlé, dans la série Green Lantern Green Arrow. Et c'est là qu'ils vont devenir officiellement un couple, mais à tel point qu'ils vont ils vont introduire des flashbacks qui est rétroactifs qui font que Oliver et Dina en fait étaient un couple depuis longtemps, même si on l'avait jamais vu, mais Dennis O'Neil va faire en sorte qu'on sache que c'est un couple régulier et sérieux. Et au fur et à mesure, en fait, le problème de leur relation, c'est que c'est beaucoup construit sur des retcons. Ouais, c'est vrai. Hein. Et donc ça va devenir une part essentielle du run Green Lantern Green Arrow jusqu'à Crisis on Infinite Earth, où effectivement l'histoire donc de Dina va se lier avec celle de sa fille pour n'en faire plus qu'une. Donc la Dina qu'on connaît maintenant, en fait, c'est la même que toutes les histoires qu'a connues sa mère sont les mêmes que celles qu'a connues la fille. Voilà, je sais pas si c'est très clair ce que je raconte. En fait, ils ont synthétisé toute l'histoire de Black Canary en un seul personnage au lieu de deux. Voilà, c'est beaucoup plus clair que ce que je disais. C'est mon but.
net, hein, c'est net clair. Et donc, au sein de Longbow Hunter, un petit spoiler de ce qui se passe à la fin du premier épisode, Oliver va demander Dina en mariage. Et proposition que Dina va refuser. Et oui. Car elle estime que son mode de vie n'est pas compatible à une vie familiale. Tout simplement, elle ne veut pas faire courir de risques de futurs enfants, par exemple. Ouais, et puis elle veut pas leur faire de peine non plus. C'est un peu comme beaucoup de femmes de flics, justement, qui avaient la même peur à l'époque. Alors ça va pas durer, hein. En 95, après près de 25 ans de vie commune, Oliver Queen va être tué. C'est la mort dans Green Arrow numéro 101. Et il va falloir 6 ans pour qu'il revienne d'entre les morts. Et donc il faudra attendre donc 2007 pour que Oliver redemande la main. Donc exactement 20 ans après Longbow Hunter, pour qu'Oliver redemande la main à Dina. Et cette fois-ci, elle va accepter. À tel point d'ailleurs qu'ils vont créer une série, Green Arrow and Black Canary. Dans lequel on va assister à leur mariage. Et puis pour prouver l'importance des personnages, malgré le fait que ce soit des personnages secondaires quand même, c'est que l'épisode du mariage va être traité comme si c'était réellement un événement par l'éditorial de DC. Ouais. Et c'est vraiment un numéro anniversaire total. Et à tel point d'ailleurs que ce numéro-là va lancer la toute première série Green Arrow and Black Canary, qui va avoir un petit succès. En tout cas, elle va continuer jusqu'au New 52. Et là, c'est le drame. Car la relation, au sein des New 52, la relation Oliver Queen Dina Lance va complètement disparaître, à tel point qu'on va jamais les revoir ensemble. Et il faudra attendre Rebirth et le numéro Green Arrow Rebirth pour enfin avoir les retrouvailles. Ce qui pour des vieux lecteurs comme nous, hein, ça fait un petit peu du bien. L'arrêt du couple, en fait, c'est une décision de Dan Didio, donc le rédacteur en chef de DC, qui au début des New 52 a décidé plus aucun couple dans les super-héros, parce que les super-héros en couple, c'est des super-héros heureux, puis moi je veux pas qu'ils soient heureux. Donc ce qui est complètement stupide. C'est de la merde. Pour en revenir au run de Grell, c'est un couple très heureux et on peut pas dire que les aventures qui s'y déroulent et le sentiment des personnages soient Non, et en fait, suite à ça, donc Lois et Clark, c'est fini. Il faudra le retour du vrai Clark et de la vraie Lois pour qu'on les revoie ensemble. Le couple Green Arrow, Black Canary, c'est fini. T'as donc aussi Flash et Iris West. Oui. Pareil, le couple n'a jamais été ensemble. Au contraire, on colle des love interest de tous les côtés à Barry Allen. Je trouve ça un peu débile. C'était la ligne éditoriale des New 52 avec des personnages beaucoup plus jeunes, donc beaucoup moins prêts en tout cas à s'ancrer dans une vie plus adulte. Ouais, mais justement, tu parles de Longbow Hunters où tu dis qu'ils ont une vie de couple heureuse. Ouais. Oui, au début, parce que par la suite, sur le run de Grell... il va faire des bêtises. Bêtises. Allez voir à droite à gauche, hein, monsieur. Notamment ce qui donnera la naissance de Connor Hawke, donc son fils par la suite. Voilà, et puis elle va jamais vraiment lui pardonner. Le truc, c'est que ça reste quand même un couple mythique, un couple puissant, c'est des personnages super intéressants tous les deux. Et briser un couple comme ça, juste pour se dire, ça se vendra plus... On a vu que ça marchait pas, quoi. À tel point d'ailleurs qu'ils ont, avec Rebirth, ils ont reformé le couple. Donc pour en revenir au couple Oliver-Dina, moi en tout cas, je sais pas ce que tu en penses, mais ça me fait penser à un autre couple chez la maison d'en face. Et pas qu'un peu. Captain America et Iron Man. Zut alors. Non, enfin. Et oui, Hawkeye et sa femme Mockingbird. Donc Hawkeye qui est un personnage créé en 1964, Mockingbird, elle a été créée en 71. C'est des personnages qui sont venus a posteriori, donc on peut faire que le comparo déjà de base avec Green Arrow, quoi. Hawkeye, la grande gueule des Vengeurs, qui râle toujours sur tout et puis qui se met un peu dans la mouise. Ça rappelle quand même vachement beaucoup Oli. Ah oui, très clairement. Et en plus, c'est le même genre de personnage sans vraiment de pouvoir, juste avec des capacités techniques. Voilà, l'histoire de Mockingbird, donc celle qui va être sa femme, Bobby Morse. Donc Bobby Morse, c'est une biologiste qui va travailler pour le Shield et elle va devenir en fait l'agent 19. Donc pour exemple, les agents Carter, donc Peggy et Sharon vont être l'agent 13. Elle, ça sera l'agent 19. Elle est devenue une super-héroïne en 1976 sous le nom de Huntress. Dans Marvel's Super Action numéro 1. Mais qu'est-ce que tu racontes? Huntress, c'est un personnage de DC? Et ben justement, en fait... je suis bon en Candide. Hein, voilà. Mais justement, le truc, c'est que ce personnage ne va réapparaître qu'en juillet 80, donc 4 ans plus tard, comme quoi il a vachement servi de le faire, dans Marvel Team Up 65, et là, elle aura pris le nom de Mockingbird, parce que justement, DC aura entre-temps pris le nom de Huntress pour devenir l'héroïne de Terre 2, donc la fille de Batman et Catwoman. Mais donc... Ils ont dû modifier un personnage à cause de DC. À mon avis, ils se sont dit, on va se venger, on va la mettre en couple avec l'archer de service.
Ah oui, Mockingbird, Black Canary, hein, des noms d'oiseaux. Et en fait, c'est deux couples qui vont vivre beaucoup d'aventures ensemble, qui vont s'engueuler assez souvent, qui vont être très amoureux l'un de l'autre, et qui vont avoir quand même beaucoup de similitudes. Hein. Déjà, comme tu le disais, Black Canary avait perdu son cri de canari, et donc se servait de ses compétences d'artiste martial. Mockingbird, sa seule compétence, c'était d'être une grande artiste martiale. Il y a une chose très surprenante, c'est que quasiment en simultané, Mike Grell sur Green Arrow et Steve Englehart sur West Coast Avengers, donc la série où on vivait les aventures de Hawkeye et Mockingbird, ont eu la même idée quasiment en simultané, celle de mettre les héroïnes dans des cas d'agression sexuelle plus que poussés. Dans Longbow Hunters, Dina va être capturée et torturée physiquement, mais juste avant, donc de mars à août 1987, alors que Longbow Hunters c'était donc de août à octobre 87, Mockingbird aura été abusé physiquement par le Phantom Rider. Donc le Phantom Rider, c'est Ghost Rider, mais à cheval. Dans West Coast Avengers, 18 à 23. Donc dans Longbow Hunter, la Canary va être capturée, mise à nu, coupée de tous les côtés. Et Mike Grell a confirmé qu'il sous-entendait qu'il y avait eu des violences sexuelles. Là, dans West Coast Avengers, c'est même au-delà d'être suggéré, c'est clairement dit. En fait, le Phantom Rider va user de ses pouvoirs pour contraindre Mockingbird à tomber amoureuse de lui, à avoir donc des relations sexuelles avec lui. C'est ce qu'on appelle clairement un viol. Ouais. Dans les deux cas, ça va être l'occasion pour les compagnons les deux jolies demoiselles de considérer leur position vis-à-vis de leur code moral. Une mort est-elle acceptable si c'est pour sauver ou venger la femme que l'on aime? Et c'est marrant parce que les deux séries, en fait, elles vont partir dans des directions totalement opposées. Je vous dis pas qui fait quoi de Hawkeye et Green Arrow, mais l'un des deux va faire un choix qui va pas rester anodin. Depuis le début, on parle donc de Longbow Hunter comme si c'était une série assez importante, et d'à côté ça l'est parce qu'elle est vraiment remarquable. Et elle a modifié un personnage en profondeur comme peu de séries ont été capables de le faire. Mais est-ce que c'est une série qui a eu la reconnaissance à l'époque? Eh ben oui. Oh. Pour une fois, on parle d'une série à succès. À tel point d'ailleurs qu'elle a été nominée pour un Eisner, donc les Oscars des comics en 1988 pour la meilleure mini-série. Bon, elle a perdu face à un titre qui méritait largement sa victoire. Elle a perdu face à Watchmen. Ah bon, pas de honte à ça. Oh, okay. La série a eu un tel succès qu'elle a été suffisamment populaire pour que DC Comics commande à Mike Grell la toute première série Green Arrow, qui va durer quand même 11 ans. Alors si on veut la lire maintenant, c'est possible de la lire en anglais. Il y a un joli volume d'un TPB qui regroupe les 3 épisodes. Mais par contre, pour la trouver en français, je crois que c'est un peu plus compliqué. Ah c'est simple, elle a jamais été éditée. Ah. Jamais. Et vu le planning de Urban, ils ont pas spécialement envie de l'éditer. C'est pas prévu en 2017 en tout cas. Non, les mecs ont été capables d'éditer le préambule de la série télé, qui était, on va le dire, de la merde, hein, faut être honnête. Mais alors, nous sortir Longbow Hunter, ils y arrivent pas là, il y a un truc que je comprends pas. Ouais, ce serait bien que Urban se penche un petit peu sur ce personnage, et s'il y a quelque chose à sortir donc autour de Green Arrow, c'est le run de Green Lantern Green Arrow et Longbow Hunter. Le Green Arrow Green Lantern est déjà sorti en un seul volume chez Urban, quoi. Longbow Hunter mériterait au moins d'avoir une sortie. Ça serait, en plus, on fête ses 30 ans cette année, quoi. Ouais, mais il sortira pas en 2017. Oui, malheureusement. Il est sorti, je crois, d'Urban. Donc, si on n'a plus rien à dire, on va parler un peu du site internet. Où est-ce qu'on nous retrouve? Donc, c'est simple. On nous retrouve sur internet sur le site www.comicsphere.fr. On a fait simple, hein, vous voyez. Et vous pouvez nous trouver aussi sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Twitter. Bon, on vous avoue qu'on est beaucoup plus actifs sur Facebook que sur Twitter. On répond à tout. Oui. Même sur Twitter. On essaie d'être attentif quand même au maximum. N'hésitez pas à venir nous contacter si vous avez besoin. Et pour finir cet épisode, en fait, comme d'habitude, on a une chanson de fin. Cette fois, c'est toi qui l'as choisie. Ouais, alors j'ai choisi une chanson de Mastodon qui s'appelle The Hunter. Alors Mastodon, c'est un groupe américain, un groupe de métal progressif même. Ils ont à ce jour sorti 7 albums. Alors ils étaient très très brutaux à leur début. Ils sont passés de plus en plus vers des compositions progressives et même carrément des riffs maintenant qu'on reconnaît très facilement. Vous allez pouvoir entendre dans cette chanson-là. La chanson The Hunter, elle est sortie en 2011 sur leur 5e album qui s'appelait aussi The Hunter, et à mon avis c'est leur meilleur album. Et cette chanson est un hommage direct au frère du chanteur qui est aussi guitariste et qui est décédé lors d'un accident de chasse. Écoutez bien le solo de guitare qui est extrêmement mélancolique. Quand on sait les circonstances de l'écriture de cette chanson, je trouve que c'est encore plus poignant. Voilà, on va se quitter sur cette note très joyeuse. Et puis on vous dit à dans 15 jours. À dans 15 jours. Allez, au revoir.